Je m'appelle Barbara et j'avais 5 ans lorsque ma sœur Milna est née. Je me souviens que mes parents l'ont ramenée de l'hôpital, ce petit paquet enveloppé dans une couverture rose. Barbara, m'a dit ma mère, tu es une grande sœur maintenant. Tu dois nous aider à prendre soin de Milna. Ces mots allaient devenir le thème de mon enfance. Notre maison était modeste mais confortable, située dans un quartier de banlieue tranquille où tout le monde se connaissait. Mes parents avaient tous deux un emploi régulier, mon père étant comptable et ma mère secrétaire. Ils n'étaient pas riches, mais nous avions assez. Du moins, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que je me rende compte que l'argent fonctionnait différemment pour Milna et moi. Au fil des ans, les différences de traitement entre mes parents et moi sont devenues plus évidentes. Lorsque j'avais 10 ans et Milna 5, j'ai eu des ennuis pour avoir cassé une assiette en faisant la vaisselle. Ma punition? Pas de télévision pendant une semaine et des corvées supplémentaires. Le lendemain, Milna a renversé le vase préféré de maman en courant dans la maison. Ce n'est qu'une petite fille, dit maman en ramassant les morceaux. Elle ne sait pas ce qu'il faut faire. Ce schéma s'est poursuivi tout au long de notre enfance. Je devais gagner mon argent de poche en faisant des tâches ménagères, tandis que Milna recevait de l'argent de poche pour le simple fait d'exister. Si je voulais de nouveaux vêtements, je devais attendre les grandes occasions. Alors que Milna recevait de nouvelles robes chaque fois qu'elle les montrait dans les vitrines des magasins. Mon quotidien est devenu un cycle sans fin de responsabilités. Me lever tôt pour aider Milna à se préparer pour l'école. L'accompagner à son école primaire avant de me rendre à mon collège. Revenir en vitesse après mes cours pour la récupérer. L'aider à faire ses devoirs. Veiller à ce qu'elle prenne son goûter. La divertir. C'est un mercredi de mai que tout a changé. La journée a commencé comme toutes les autres. Je me suis levée tôt, je me suis assurée que Milna avait préparé son déjeuner et je me suis rendue à l'école. J'avais un contrôle de maths ce jour-là. Mais je n'arrêtais pas de penser à la brochure du camp d'été rangée dans mon sac à dos. J'avais économisé mon argent de poche et fait des corvées supplémentaires toute l'année pour gagner ma place dans ce prestigieux camp d'art. Mes peintures m'avaient même valu une bourse partielle. Encore 6 semaines et j'y serai. N'oublie pas d'aller chercher ta sœur à 15h15, m'a envoyé maman par texto pendant le déjeuner. Comme si je pouvais oublier, cela faisait des années que je le faisais. Le contrôle de maths a pris du retard, mais j'ai quand même sprinté jusqu'à l'école de Milna, où je suis arrivée à 15h25. La cour de récréation était vide. Mon cœur s'est mis à battre la chamade lorsque j'ai vérifié chaque classe, la cour de récréation et même les toilettes. Milna. Avez-vous vu ma sœur? J'ai demandé au concierge qui passait la serpillière dans le couloir. Celle avec le sac à dos bleu. Elle est partie avec des amis juste après la sonnerie. Mes mains ont tremblé quand j'ai composé le numéro de Milna. Je suis tombée directement sur la boîte vocale. J'ai réessayé, et encore une fois, rien. Peut-être qu'elle est allée chez Cathy, me suis-je dit en me souvenant de sa meilleure amie. J'ai couru les 6 pâtés de maison jusqu'à la maison de Cathy, mon sac à dos cognant contre ma colonne vertébrale. La mère de Cathy a ouvert la porte. Désolée, chérie, je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Pendant les 5 heures qui ont suivi, j'ai cherché partout. Le centre commercial où elle aimait faire du lèche-vitrine. Le glacier où elle me suppliait toujours de l'emmener. Le parc où elle traînait avec ses amis. Et la batterie de mon téléphone était à plat et mes pieds étaient couverts d'ampoules, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Si quelque chose lui arrivait. À 20h45, je me suis traînée jusqu'à la maison, me préparant à affronter l'inquiétude et la colère de mes parents. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé Milna assise à la table de la cuisine, mangeant calmement une pizza avec papa et maman. Où étais-tu? Demanda maman, le visage rouge de colère. Nous nous sommes fait un sang d'encre. Moi? Je les ai regardés avec incrédulité. Je l'ai cherché partout. Elle n'était pas à l'école et son téléphone était éteint. Ce n'est pas vrai. Milna m'interrompt, les larmes aux yeux. J'ai attendu des heures après l'école, mais Barbara n'est jamais venue. Mon téléphone était éteint et je ne savais pas quoi faire. Je suis allée chez une amie pour t'appeler,
mais personne n'a répondu. Puis je me suis perdu en essayant de retrouver le chemin de la maison. Vous êtes petit, ai-je commencé, mais papa m'a coupé la parole. Nous ne voulons pas entendre tes excuses. Barbara. Ta sœur aurait pu être blessée. Elle s'est retrouvée à l'autre bout de la ville à cause de ton irresponsabilité. Mais j'étais là. Le concierge l'a vu partir avec des amis juste après l'école. Ça suffit. Maman a claqué la main sur la table. Va dans ta chambre et donne-moi ton téléphone. Et tu peux oublier le camp d'été. Quoi? Non. J'ai économisé toute l'année. J'ai obtenu une bourse. Tu aurais dû y penser avant d'abandonner ta sœur. Peut-être que ça t'apprendra la responsabilité. J'y regarde Milna. Elle cachait un sourire en coin derrière sa part de pizza, et à ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Toutes ces années passées à lui lire des histoires à l'heure du coucher, à lui acheter des friandises avec mon argent de poche, à l'aider à faire ses devoirs, rien de tout cela n'avait d'importance. Elle n'était pas ma sœur. C'était juste une personne qui vivait dans la même maison. Ce soir-là, j'ai rangé tous les jeux auxquels nous avions l'habitude de jouer ensemble. J'ai enlevé le dessin qu'elle avait fait pour moi. J'ai jeté le sachet à moitié mangé de ses bonbons préférés que je gardais dans mon bureau. Désormais, Milna n'était plus qu'une personne parmi d'autres qui vivaient dans notre maison. Rien de plus. Au collège et au lycée, je me suis jetée à corps perdu dans les études. Je savais que mes parents avaient un fonds pour l'université. Ils en parlaient à chaque réunion de famille, racontant fièrement à leurs proches qu'ils économisaient depuis notre naissance pour donner à leurs 2 filles une bonne éducation. Une fois, j'avais entendu le montant, lorsque maman parlait au téléphone. Assez pour couvrir 4 années d'études dans une université publique pour chacune d'entre nous. Pendant ma première année d'études, j'ai passé d'innombrables nuits à travailler sur des demandes de bourse d'études. Mes résultats au SAT étaient presque parfaits. Mes notes étaient toutes des A et j'avais des recommandations élogieuses de la part de mes professeurs. Lorsque les lettres d'acceptation ont commencé à arriver, j'ai eu du mal à y croire. J'avais reçu une bourse complète pour l'université de mon choix. Un soir, j'ai décidé d'annoncer la nouvelle à mes parents. Maman, papa, j'ai de bonnes nouvelles, ai-je dit en tenant la lettre de bourse. J'ai obtenu une bourse complète pour l'université. Les frais de scolarité, la chambre et la pension, tout est couvert. Maman a levé les yeux de son téléphone. C'est bien, chérie. Alors, je me disais, poursuivis-je, le cœur battant d'espoir, puisque tu n'auras pas besoin de dépenser l'argent que tu as économisé pour moi, je pourrais peut-être l'utiliser pour autre chose. J'ai fait des recherches, et ce serait suffisant pour un acompte sur un petit appartement. Ou peut-être même pour démarrer une petite entreprise après l'obtention du diplôme. Le silence qui suit est assourdissant. Papa coupe le son de la télévision. Quel argent pour l'université, demande maman, d'une voix tranchante. L'argent que tu as économisé? Pour nos études, papa se racle la gorge. Barbara, c'est notre argent. Nous l'avons économisé, nous décidons comment le dépenser. Mais tu as toujours dit que c'était pour nos études, ai-je protesté. Puisque j'ai obtenu une bourse, nous utiliserons cet argent pour les études d'Elena, interrompt maman. L'université coûte de plus en plus cher chaque année, et ta sœur pourrait avoir besoin d'un soutien supplémentaire. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Alors, parce que j'ai travaillé dur et que j'ai obtenu une bourse, je n'ai droit à rien? En quoi est-ce juste? La vie n'est pas juste, rétorque papa. Et ce n'est pas à toi de réclamer cet argent. Fin de la discussion. Je suis montée en trombe dans ma chambre. Des larmes de colère brûlant dans mes yeux. Les semaines suivantes ont été insupportables. Mes parents firent comme si de rien n'était, parlant des préparatifs de la remise des diplômes et des achats dans les dortoirs, comme s'ils ne venaient pas d'anéantir mes espoirs. Lorsque j'essayais de remettre le sujet sur le tapis, ils s'éloignaient ou changeaient de sujet. Alors que je faisais mes valises pour l'université cet été-là, je me suis rendu compte d'une chose, j'avais de la chance. J'ai eu de la chance d'avoir travaillé si dur pour obtenir cette bourse. J'ai eu de la chance de ne pas avoir compté sur eux pour mon éducation. Parce que maintenant, je connaissais la vérité, dans cette famille, je ne pouvais compter que sur moi-même. Le jour de mon départ pour l'université,
j'ai chargé mes 2 valises dans un Uber, tandis que ma famille dormait à l'étage. Pas d'adieu larmoyant, pas de photos de famille sur le porche d'entrée. Pas de colis de biscuits préparés à la maison. Juste le clic silencieux de la porte d'entrée qui se referme derrière moi. Dès ma première semaine sur le campus, j'ai décroché un emploi au café de l'université. Les horaires étaient brutaux, avec des ouvertures à 5 heures du matin avant les cours et des gardes le week-end pendant que les autres étudiants faisaient la fête, mais cela me permettait d'acheter mes propres manuels et de ne pas craindre de manquer de dentifrice. Le seul contact que j'avais avec ma famille se limitait à de brefs messages vocaux pour les anniversaires et les fêtes. Joyeux anniversaire, maman. J'espère que tu as passé une bonne journée. Joyeux Noël à tous. Resté au chaud. Il répondait rarement, et lorsqu'il le faisait, c'était tout aussi bref. Merci, ma chérie. Prends soin de toi. Une nuit, lors d'une crise d'insomnie, je me suis retrouvée à faire défiler la page Facebook de ma mère. Elles étaient là. Des dizaines de photos de moments familiaux dont j'ignorais l'existence. Mélana, aujourd'hui âgée de 14 ans, au récital de son père, dans des costumes étincelants. Sa fête d'anniversaire élaborée, avec un DJ engagé et des décorations professionnelles. Les dîners de famille avec les tantes, les oncles et les cousins, où elle était clairement le centre d'attention. Des photos d'elle remportant un concours de talent à l'école, posant avec ses amis au centre commercial, le jour de son entrée en 3e. Mel a mentionné que j'étais sur le point d'obtenir mon diplôme avec mention summa cum laude d'une grande université. Mel a pris des photos de ma chaise vide lors des fêtes de fin d'année. C'était comme si j'avais été numériquement effacée du récit familial. Après avoir obtenu son diplôme, mon amie Jessica a suggéré que nous louions un appartement ensemble à Seattle. Et la scène technologique qui est en plein essor, m'a-t-elle dit. Nous pourrions tous les deux trouver un bon emploi. L'idée de retourner dans le Minnesota ne m'avait même pas effleuré l'esprit. J'ai accepté un poste dans une entreprise de marketing de taille moyenne, en commençant par le programme de débutant. Le salaire n'était pas mirobolant, mais il était suffisant pour payer la moitié du loyer de notre petit appartement de 2 chambres. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail, restant tard pour acquérir de nouvelles compétences, me portant volontaire pour des projets stimulants. Bientôt, je gagnais suffisamment pour m'offrir mon propre appartement, un studio minuscule, mais c'était le mien, chaque mètre carré étant payé par mon travail acharné. Après 3 ans dans cette société de marketing, j'ai atteint un plafond. Malgré mon dévouement et mes performances constantes, la structure de l'entreprise signifiait que je devrais attendre des années avant d'obtenir une évolution significative. Un soir, alors que je mettais à jour mon profil LinkedIn, j'ai reçu un message d'un recruteur de Tech Dynamics, l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide de Seattle. Votre profil a attiré mon attention, m'a-t-elle écrit. Cela vous intéresserait-il de discuter d'une opportunité avec nous? Le processus d'entretien a été intense. 5 séries de réunions, une présentation et une proposition de stratégie. Mais à 27 ans, je me sentais prête à relever le défi. Lorsque l'offre est arrivée, elle représentait près du double de mon salaire actuel, avec des options d'achat d'actions et des primes qui m'ont fait tourner la tête. Ma carrière a décollé comme une fusée. 2 ans plus tard, je dirigeais ma propre équipe. Mes décisions d'investissement ont porté leurs fruits et je me suis bientôt retrouvée chez un concessionnaire Mercedes, signant les papiers d'une voiture dont j'avais seulement rêvé à l'université. Quelques mois plus tard, j'ai obtenu un prêt hypothécaire pour un bel appartement de 2 chambres dans l'un des quartiers les plus prisés de Seattle. La vie était belle, paisible, jusqu'à ce que mon téléphone sonne un soir de novembre. Barbara, la voix de ma mère semblait étrange, presque hésitante. Comment vas-tu? J'ai failli laisser tomber mon verre de vin. Cela faisait des années que nous ne nous étions pas parlé au-delà des messages de vacances. Je lui ai répondu que j'allais bien, en gardant une voix neutre. Tout va bien, oui, c'est juste que nous ne t'avons pas vu depuis si longtemps. Est-ce que tu envisagerais de venir à la maison pour Noël cette année? 3 semaines plus tard, je me suis arrêtée devant la maison de mes parents au volant de ma nouvelle Mercedes. À l'intérieur, j'ai constaté que certaines choses n'avaient pas changé du tout. Mélana,
désormais âgée de 24 ans et fraîchement diplômée de l'université, vivait toujours à la maison. Assise sur le canapé. Elle faisait défiler son téléphone pendant que maman s'affairait autour de la table et que papa faisait semblant d'être absorbé par un journal. Barbara, maman m'a serré maladroitement dans ses bras. Tu nous as tellement manqué. Papa a hoché la tête derrière son journal. Tu as l'air en forme. Le dîner fut une étrange danse de politesse forcée et de bavardage prudent. Mélana parlait à peine, mais je l'ai surprise en train de m'étudier tout au long du repas. Finalement, elle rompit le silence. Tu as pris du poids, dit-elle avec son sourire familier. Je suppose qu'avec tout cet argent, tu peux manger tout ce que tu veux maintenant. J'y l'ai regardé, puis mon assiette de rôti de Noël de ma mère, et j'ai souri. En fait, j'ai juste une vie paisible maintenant. C'est incroyable comme la vie peut être belle quand personne n'est là pour vous déranger. Le silence qui a suivi était plus doux que n'importe quel dessert de Noël. Après le dîner, maman m'a demandé de rester pendant que papa et Mélana débarrassaient la table. Elle m'a emmenée sur le vieux canapé du salon, celui-là même où l'on m'avait dit que mes fonds pour l'université n'étaient pas vraiment les miens. Barbara, ma chérie, commença-t-elle, sa voix prenant ce ton doux dont je me souvenais depuis l'enfance, celui qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait quelque chose. Il faut que je te parle de quelque chose d'important. Elle semblait plus âgée que dans mon souvenir, plus fatiguée. Ses mains tripotaient le bord de son pullover pendant qu'elle parlait. Ton père a pris sa retraite au printemps dernier. Sa santé n'est plus ce qu'elle était. Le coût des médicaments est plus élevé que prévu. Et j'ai dû réduire mon temps de travail à mi-temps pour m'occuper de lui. Je suis restée assise en silence, la regardant rassembler ses pensées. Et la maison a aussi besoin de travaux, poursuit-elle en montrant les taches d'eau au plafond. Le toit fuit. La chaudière est ancienne et nous avons du mal à faire face aux réparations de base. Nous avons du mal, Barbara. Puis viennent les mots que j'attendais. Nous avons vu à quel point vous vous débrouillez bien. Cette belle voiture à l'extérieur, votre succès, nous sommes si fiers de vous. Nous nous demandions si vous pouviez nous aider un peu. J'ai regardé la maison où j'avais grandi, le papier peint défraîchi et la moquette usée. Malgré tout, je ne pouvais pas supporter l'idée que mes parents soient en difficulté. Je vous enverrai $1500 par mois, me suis-je entendu dire. Les yeux de maman se sont illuminés. Elle m'a entouré de ses bras et m'a serré dans ses bras pour la deuxième fois de la soirée. Barbara, merci, ma chérie. Cela représente beaucoup pour nous. Fidèle à ma parole, j'ai mis en place les virements mensuels dès mon retour à Seattle. Chaque mois, comme une horloge. $1500 ont été versés sur le compte de mes parents. Je me suis dit que c'était pour payer les factures médicales de mon père et les réparations de la maison. Je n'ai pas demandé de reçu ou de documents, j'étais trop occupée par mon travail pour faire du micromanagement sur la façon dont il dépensait l'argent. Mais de temps en temps, pendant mes rares moments de liberté, je vérifiais la page Facebook de Mélana. Elle était là, au nouveau restaurant Fusion du centre-ville, postant des photos de plateaux de sushi élaborés. Un autre post montrait ses sacs de shopping provenant de boutiques de créateurs. Elle posait dans de nouvelles tenues sur chaque photo, des tenues chères, à en juger par les marques. Tout cela alors qu'elle était censée vivre à la maison avec nos parents en difficulté. Je me suis dit qu'elle avait peut-être trouvé un emploi. Mais ces posts étaient tous publiés pendant les heures de travail. Déjeuner dans des cafés branchés le mardi après-midi. Des virées shopping le jeudi matin. Des journées au spa les lundis. Quelque chose ne collait pas, mais j'étais trop absorbée par ma propre carrière pour enquêter. Mon équipe s'agrandissait, nous avions de grands projets en cours de lancement et j'étais sur le point d'obtenir une nouvelle promotion. L'appel a eu lieu lors d'une réunion cruciale avec mon équipe. Maman n'appelait jamais pendant les heures de travail, notre seule communication s'était faite par le biais des notifications mensuelles de virements bancaires au cours de l'année écoulée. Je me suis excusée et j'ai quitté la salle de conférence. Barbara, nous avons besoin de ton aide, a déclaré ma mère sans préambule. Sa voix était empreinte d'une urgence que je n'avais pas entendue depuis mon enfance. Nous avons besoin de $50 000. C'est une urgence. Maman, attends, mais elle avait déjà raccroché.
me laissant devant mon téléphone, confuse et effrayée. J'ai immédiatement pensé à mon père. Sa santé déclinait, c'est pourquoi j'envoyais de l'argent à la maison tous les mois. Était-il à l'hôpital? Avait-il besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence? Le système médical peut être impitoyable avec ses coûts. Je me suis souvenu de notre apparence à Noël. Je suis retourné dans la salle de conférence et j'ai rassemblé mes affaires. Je suis désolé, tout le monde. J'ai une urgence familiale. Sarah, peux-tu prendre le relais? En moins d'une heure, j'avais annulé mes réunions de la semaine et réservé le premier vol pour le Minnesota. Pendant tout le voyage depuis Seattle, je n'ai cessé d'imaginer les pires scénarios, un père en soins intensifs, des procédures médicales qu'il ne pouvait pas se permettre. Des choix désespérés qu'il devait faire. J'avais vu les gros titres sur les coûts des soins de santé qui ruinaient les familles. Le GPS de la voiture de location indiquait que j'étais encore à 20 minutes de la maison de mes parents lorsque j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Toutes les lumières étaient allumées dans leur maison, je pouvais la voir du bout de la rue. Ce n'est pas la scène à laquelle je m'attendais en cas d'urgence médicale. En général, lors d'une crise, les gens oublient d'allumer les lumières. J'ai à peine eu le temps de frapper que la porte s'est ouverte. Le visage de ma mère s'est décomposé en me voyant, comme si j'étais un vendeur à domicile plutôt que sa fille qui avait traversé le pays pour une urgence. Barbara? Que fais-tu ici? Derrière elle, je voyais papa assis dans son fauteuil, en parfaite santé et lisant un magazine. Milna faisait les 100 pas dans le salon, tapant frénétiquement sur son téléphone. Tu n'étais pas obligé de venir? Dit maman en me laissant entrer à contre-séure. Nous avions juste besoin que tu nous envoies l'argent. La maison sentait le café et les pâtisseries, certainement pas l'atmosphère d'une crise familiale. Que est-ce qui se passe? J'ai regardé dans la pièce, remarquant les magazines de mariage éparpillés sur la table basse que je n'avais pas remarqué au début. Papa, ça va, il va bien? Dit maman en jetant un regard d'avertissement à Milna. Tout le monde va bien. Tu n'avais vraiment pas besoin de faire tout ce chemin. C'est alors que Milna s'est avancée, pratiquement bondissante d'excitation. Elle m'a présenté sa main gauche, une énorme bague en diamant captant la lumière. Elle devait faire au moins 2 carats, probablement plus que ce que son petit ami pouvait se permettre avec son salaire de débutant. Je vais me marier, a-t-elle crié. Et nous avons besoin d'argent pour le mariage. 50 000 $ devraient suffire pour l'essentiel. Je suis restée là, abasourdie. Mon bagage à main toujours dans la main. L'urgence qui m'avait fait annuler une semaine de réunions importantes, réserver un vol de dernière minute et me rendre malade, c'était un mariage. Eh bien, nous devons réserver le lieu de réception rapidement, a expliqué maman, comme si cela était parfaitement logique. Elle s'est assise sur le canapé, lissant sa jupe, comme si nous étions en train de discuter des projets du week-end. 50 000 €, ce n'est pas beaucoup pour un mariage de nos jours. C'est vraiment très modeste quand on y pense. Milna acquiesce avec enthousiasme, tout en admirant sa bague. En fait, je voulais un mariage à 100 000 $, mais j'ai pensé à toi, Frangine. J'ai tout divisé par 2, pour que ce soit plus facile pour toi. Tu devrais me remercier, vraiment. Je veux dire, ce n'est pas comme si 50 000 $ représentaient encore beaucoup d'argent pour toi. J'ai regardé le visage suffisant de ma sœur, l'expression expectative de ma mère. Et quelque chose en moi a finalement craqué. Non, ai-je dit, d'une voix étonnamment ferme. Je ne te donnerai pas un centime pour ce mariage. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le silence qui suivit fut assourdissant. Chuchota Milna, dont l'expression passa du choc à la rage. Tu m'as entendu. Je ne paierai pas le mariage de quelqu'un qui a fait de ma vie un enfer depuis l'enfance. Quelqu'un qui a menti à mon sujet, qui m'a volé et qui m'a fait punir pour des choses que je n'avais pas faites. Quelqu'un dont les sales tours m'ont coûté mon camp d'été, mes privilèges téléphoniques et d'innombrables autres choses. Et vous aussi, me suis-je tourné vers mes parents. Vous avez toujours pris son parti. Vous avez toujours cru ses mensonges plutôt que ma vérité. Comment osez-vous? Maman s'est levée d'un bond du canapé. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi.
J'ai ri. Parlons plutôt de ce que tu as fait avec mon argent. Montre-moi les reçus. Quels reçus? Papa prend enfin la parole. Les factures médicales que j'ai payées. Les réparations de la maison dont tu disais avoir besoin. Montre-moi où sont passés mes 18 000 $ au cours de l'année écoulée. Et la pièce devient très silencieuse. Maman et papa échangent des regards paniqués. Nous les avons utilisés pour des choses nécessaires, balbutie maman. Des choses nécessaires comme les virées shopping de Milna? Ces visites au restaurant? Ces nouveaux vêtements de marque? J'ai sorti mon téléphone et ouvert la page Facebook de Milna. C'est drôle de voir que quelqu'un qui vit avec nos parents en difficulté peut s'offrir des sacs Gucci et des visites hebdomadaires au spa. Le visage de Milna est devenu rouge. Tu m'as harcelé, non? Je t'ai regardé étaler mon argent sur les réseaux sociaux. Espèce de salaud égoïste. Milna hurle, des larmes coulent sur son visage. Tu as tout. Un boulot chic. Une belle voiture, un bel appartement. Pourquoi ne peux-tu pas partager? On t'a élevé mieux que ça. Le père s'est joint à elle. Tu es devenue une personne cupide et sans cœur. Sans cœur? Je me suis sentie étonnamment calme. Non, ce qui est sans cœur, c'est de manipuler ta fille pour obtenir de l'argent. Ce qui est sans cœur, c'est de dépenser ses fonds pour l'université au profit de votre enfant préféré. Ce qui est insensible, c'est de mentir sur des factures médicales pour financer le style de vie de votre fille cadette. J'ai pris mon sac. J'ai pris mon sac. Les paiements mensuels s'arrêtent aujourd'hui. Ne m'appelez plus. Ne m'envoyez pas de messages. Ne me demande plus jamais rien. Tu ne peux pas nous faire ça. Milna était maintenant complètement hystérique. Le mascara coulant sur son visage. J'ai déjà parlé à tout le monde de mon mariage de rêve. Je me suis dirigée vers la porte et me suis retournée une dernière fois. On dirait que c'est ton problème. Les appels et les messages ont commencé avant que je n'atteigne ma voiture de location. Lorsque je suis arrivée à l'hôtel, mon téléphone était inondé de notifications. Des textos me traitant de sans cœur, d'ingrate, d'égoïste. Des messages vocaux de ma mère pleurant à propos d'obligations familiales. Des messages de Milna, menaçant de dire à tout le monde à quel point j'étais une personne horrible. Très bien, que tout le monde le sache. Je me suis assise devant mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper une lettre ouverte sur la famille, l'argent et la vérité. J'ai tout détaillé, la manipulation de l'enfance, les fonds volés pour l'université, la récente tromperie financière. J'ai joint des captures d'écran des messages somptueux de Milna. Horodatés pendant les mois où j'envoyais de l'argent pour des soins médicaux. J'ai terminé par leur demande d'un mariage à 50 000 $. Le message est devenu viral dans le cercle de notre famille élargie. Tante Suzanne a parlé d'un comportement honteux. Le cousin Mike a dit qu'il n'avait jamais vu une telle manipulation. L'oncle Robert, toujours le pacificateur de la famille, a annulé sa réponse au mariage de Milna. 3 mois plus tard, ma cousine Jamie m'a parlé du mariage de Milna, un dîner tranquille à Olive Garden avec la famille de son mari et nos parents. Pas de robe de créateur, pas de lieu chic, pas de composition florale élaborée. Juste des graissins et un menu limité. J'ai souri en apprenant la nouvelle, mais je n'ai ressenti aucune satisfaction. J'étais trop occupée à vivre ma propre vie. Mon équipe au travail venait de lancer un projet avec succès. J'avais commencé à sortir avec Michael, un gentil ingénieur en informatique qui comprenait mes limites en matière de famille. Mon thérapeute m'a dit que je faisais d'excellents progrès. Parfois, tard dans la nuit, je reçois encore des demandes de messages de ma famille. Je les efface sans les lire. Et la petite fille qui voulait désespérément l'approbation de ses parents n'est plus là. À sa place, une femme qui comprend enfin que la vraie famille n'a pas besoin d'être du même sang que vous, mais qu'elle doit simplement partager vos valeurs.